l'émission provoque comme un supporter de Max Verstappen au Red Bull Ring. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour le débrief du Grand Prix d'Autriche qui se passait au Red Bull Ring tout simplement. Bienvenue pour cette nouvelle semaine des pistonnés. Avec moi bien sûr, Monsieur Hamza Rahmani, Monsieur Brice Germain, aujourd'hui réunis. Comment ça va les gars ? Moi je suis plus fatigué que lui, il revient de vacances, je pense qu'il est acéré là. Ah ça va, on a passé un bon dimanche. Ouais. On a passé un bon dimanche. Comparé au dimanche d'avant, tu veux dire toi ? Comparé au dimanche d'avant. Oh quoique, t'as bronzé un petit peu le dimanche d'avant. Ouais, c'est vrai. C'était bon les vacances Hamza ou quoi ? Ça va. Ouais. On est ravis de t'avoir en tout cas avec nous, Brice Germain, Hamza Rahmani. Je vous rappelle que les pistonnés, bien sûr, c'est 3 rendez-vous par week-end. Ça commence sur Winamax, bien sûr, le dimanche. Et puis le lundi et le mercredi, vos traditionnels rendez-vous sur First Team Sport. Notre invité cette semaine, Monsieur Julien Billiot, reporter F1 pour Auto Hebdo, actuellement en congé, comment on appelle ça, Julien ? Parental, voilà, pas paternité, surtout pas. Non, je l'ai pris l'année dernière. D'accord. Comment ça va, Julien ? Ça va très bien, merci de votre invitation. Merci surtout d'être là, parce que ça fait des semaines et des mois qu'on voulait te faire venir sur ce plateau. On est très, très, très content de t'accueillir. Auto Hebdo, l'une des publications, il faut le dire, qu'on lit aussi également depuis qu'on est petit. Je me rappelle notamment les petits dessins de Fiesmann que j'allais voir à la maison de la presse, et le gérant de la maison de la presse me disait il faut acheter pour regarder, monsieur. C'était pour payer le salaire de Julien. Exactement, mon salaire mirobolant, évidemment. Reporter F1 depuis 2017. Depuis 2017 déjà, ça passe vite. Exactement. Et tu as l'occasion, quand tu n'es pas bien sûr en congé parental, ouais, entre deux couches et 3 biberons. Voilà, exactement. Tu as l'occasion d'aller sur à peu près tous les circuits du monde. Absolument. D'accord. Le plus beau métier du monde ou pas, Julien ? Oui. Non, je vais pas faire semblant et me plaindre. Non. Julien est avec nous, bien sûr, pour nous apporter bien son éclairage sur le débrief, bien sûr, de ce Grand Prix, la 11e manche. On est à mi-saison, ça y est, les amis, dans cette saison 2022 qui paraît, inarrêtable, inépuisable, tant elle nous semble longue, mais en tout cas, on se régale en tant que passionné de Formule 1. Juste une belle annonce à vous faire, côté pistonné. Vous savez que dans 15 jours, ce sera le Grand Prix de France. On le tenait secret depuis quelques semaines. Les pistonnés seront au Castellet et on aura plein de rendez-vous avec vous. On sera en plateau et en live Twitch du vendredi au dimanche soir. Vous aurez notamment une émission live débrief entre 19h et 20h sur First Team Sport, sans doute en live Twitch là encore une fois. Et puis toute la journée, avant chacune des courses, après chacune des courses, on sera en plateau pour vous briefer, vous débriefer. Il y aura un panel d'invités absolument exceptionnels et le soir, on vous préparera des petits replays YouTube pour ceux qui ne seront pas avec nous, qui n'auront pas l'occasion de voir bien sûr sur Twitch. On vous préparera des best-of et puis également l'émission Pole Position qui se fera dimanche en direct bien sûr du Castellet, là encore une fois sur notre très très belle terrasse, et on vous attend, chers amis, pour venir à notre rencontre, pour venir échanger bien sûr et parler Formule 1. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle du jour. Vous êtes contents les gars ? Plutôt oui, on va rattraper le bronzage d'Hamza en tant que Castellet. Non mais on va pouvoir bien parler F1 sur place. Ça fait plaisir de se dire qu'on va pouvoir voir les voitures, discuter avec des personnes qui sont dans le monde de la F1 et en même temps pouvoir faire ce qu'on aime faire, à savoir discuter entre nous de F1. Tout sera sur place et ce sera une première très, très agréable. Exactement. Et attention, on sera retransmis sur les grands écrans du Grand Prix de France. Attention à la pression, il va falloir... Attention à la coiffure. Gérer. Et attention à la coiffure, bien évidemment, les amis. Cocorico, donc, les pistonnés seront au Castellet. Cocorico, parce qu'aussi, également à F3, on a eu un spectacle incroyable. Isaac Hadjar l'a emporté devant Victor Martins. Ça va être une lutte serrée. 1 point sépare ces deux garçons au classement du championnat du monde dans un été qui s'annonce brûlant pour cette F3. Je suis impossible de ne pas commencer cette émission en vous lançant sur ce duel qui promet, les amis. Un petit point d'écart, il reste 4 week-ends de course. On n'aura peut-être pas beaucoup de suspense en Formule 1, mais je pense effectivement que sur la F3, ça va être assez tendu, surtout que les courses se disputent cet été, puisqu'on connaîtra du coup le champion après Monza, donc ça va arriver très très vite. Et puis, c'est bien de voir que c'est 2 Français qui partagent la tête de l'affiche. Alors, le niveau est un peu hétéroclite avec Arthur Leclerc, francophone, mais, ouais, mais le niveau est assez hétéroclite cette saison. Et mine de rien, pour les talents que sont Victor et Isaac, ça leur permet quand même de pas mal se développer et prendre de l'avance un petit peu au championnat et pour mener cette lutte de fin
j'ai hâte de voir ça. En tout cas, je pense qu'on aura un Français qui sera champion de F3 cette saison. Pas champion du monde, ça ne se dit pas. Champion de F3. Julien, 2 Français qui luttent pour le titre. Ça, c'est une belle cuvée, j'imagine. C'est quand même quelque chose de très très rare. Très rare, je sais pas, parce que si on remonte dans l'histoire, on a quand même souvent brillé en formule de promotion. Moi, j'adore taquiner les sportifs français. J'ai un peu cette culture de la loose française que j'aime bien, qu'on aime tous. Voilà. Mais je reste très très chauvin et je trouve que c'est une super nouvelle pour le sport auto français, pour la FFSA qui fait un super boulot. Je sais pas quel pays aujourd'hui peut se targuer d'avoir 2 vainqueurs de Grand Prix jeunes en Formule 1, un top pilote en F2 avec Théo Pourchaire et deux jeunes pousses qui se battent au plus haut niveau pour le titre en Formule 3 et qui a un Grand Prix en plus. Si on prend l'Allemagne, ils ont 2 pilotes en Formule 1. Je vois pas derrière vraiment de relève derrière Mick Schumacher. Ils ont plus de Grand Prix depuis plusieurs années, donc voilà, je sais qu'on a tendance souvent à s'auto-flageller, on aime bien, ça fait partie de la culture française en sport. Maintenant, si on regarde factuellement on va dire le paysage du sport automobile français, en monoplace, il est quand même très réjouissant. Et puis il y a 15 ans, on n'avait pas de pilote en Formule 1, on se posait des questions, on n'avait pas de Grand Prix comme tu le dis. 15 ans plus tard, comme quoi, ça peut changer vite aussi dans l'autre sens. Donc, exactement. Tout va très vite dans Formule 1. Vous connaissez l'adage, bien évidemment, et tout va très vite dans les pistonnés, puisqu'on va commencer le débrief justement de cette 11e manche du championnat du monde. Regardez plutôt le résultat et le classement à l'arrivée avec la 5e victoire en carrière de Charles Leclerc, la 242e dans l'histoire de Ferrari. Verstappen 2e, Hamilton qui enchaîne avec un nouveau podium juste devant son coéquipier George Russell. La première P5 d'Esteban Ocon dans cette saison 2022, le meilleur résultat en carrière de Mick Schumacher. Quelques points pour McLaren et Lando Norris. Magnussen aussi également qui confirme regain de forme du côté de Haas. Ricciardo a marqué des points et c'est un événement. Et puis Fernando Alonso qui termine P10 en étant parti à 19e. Tout ceci va nous emmener tout simplement vers les 4 enseignements. Il est temps de lancer le grand débrief des pistonnés. Et avant de découvrir les 4 enseignements, je suis obligé de vous lancer sur une notion, les amis. Est-ce que vous étiez ravis de voir la F1 justement faire étape du côté du Red Bull Ring? Parce que c'est vrai que c'est un circuit qui déçoit jamais, les gars. Spielberg, c'est simple, c'est beau, c'est bien. Il n'y a pas besoin de faire compliqué. On dit toujours qu'il faut du glamour parce que c'est la F1, qu'il faut des aménagements de fou. Il n'y a pas d'aménagement là-bas. Ils arrivent tous en motorhome, c'est à l'ancienne. Et au final, on a des belles courses. Il n'y a pas vraiment beaucoup de pilotes qui se plaignent visiblement de ce Red Bull Ring. Et c'est épuré, c'est nickel. Alors, je sais pas, je me régale à chaque fois, moi, en Autriche. On n'a pas besoin effectivement d'un long circuit, je crois qu'il n'y a que 9 virages là-bas, le tour de qualif il a un peu plus d'1 minute. 4. Franchement, effectivement, je te rejoins complètement et ce qui moi me fait sourire quand même, c'est qu'on sort de Silverstone et de l'Autriche, de circuits historiques, je sais pas, mais en tout cas de circuits qui ont quand même cette culture un peu plus ancienne. Bizarrement, je me régale, je suis plus habitué. Rendez-moi ma fake Marina. Faites un circuit du côté de Salzbourg ou de Vienne avec une fake Marina. Enlevez-nous Spa, allez-y, enlevez-nous Spa, vous avez raison. Julien, tout a plu dans ce week-end autrichien? Moi, j'aime beaucoup l'Autriche. Honnêtement, c'est dans un endroit superbe. La Styrie, c'est verdoyant, c'est très champêtre, c'est bucolique. Alors, je sais qu'apparemment, du temps des Clestone, Manicourt était situé au milieu de nulle part pour le grand Supremo. Bon, Spielberg, Zellweger, c'est au milieu de nulle part. Qui ça? On n'a plus le droit d'en parler. Donc c'est un super déplacement, aussi bien en tant que professionnel, parce que les conditions de travail, le centre média, vous l'avez peut-être vu avec les photos qui surplombent tout, vous avez une vue panoramique sur tout le circuit, mais même si vous êtes supporters, les tribunes, il n'y a quasiment pas de grillage, vu qu'il y a énormément de dénivelé. Pour avoir fait le circuit à pied, le virage 3, vous crachez un peu vos poumons quand vous arrivez en haut, et c'est vraiment un mur, et vous avez une superbe vue. Je parle même pas de l'ambiance depuis quelques années avec les Néerlandais. Alors évidemment, il y a eu des débordements que j'aimerais quand même évoquer, qui sont pas acceptables, qu'il faut absolument condamner. Les sifflets contre Lewis Hamilton lorsqu'il est marché. Alors moi, j'irais pas là-dedans parce que en fait, ça m'embête de dire. Moi, les sifflets ne me dérangent pas. Bien sûr. À partir du moment où le pilote n'est pas blessé, évidemment. Mais les sifflets des Anglais envers Verstappen, des Néerlandais envers Hamilton, pour moi, ça fait partie du supporterisme et ça fait partie du sport, quel que soit le sport. On l'avait pas trop, comment dirais-je, en F1. Bon, il y a une nouvelle génération peut-être de fans, ça élargit avec une nouvelle audience. Moi, je trouve ça plutôt
Mais il faut que ça reste bon enfant. Maintenant, ce qui est plus préoccupant, c'est quand vous avez des colibets, des insultes racistes, homophobes, sexistes. Alors je sais que quand on est des centaines de milliers, nos amis néerlandais que j'aime beaucoup, ils sont quand même assez chargés dès la matinée. Hein. Ils viennent, c'est un peu le week-end, ils sont loin de la maison, ils sont entre potes, ils sont dans la caravane, dans les campings où il y a de la techno toute la nuit. Le matin, ils ont la tête déjà à l'envers. Ils voient pas, ça n'excuse pas leur comportement, mais voilà, on peut l'expliquer comme ça. Donc il faut le savoir que peut-être si vous n'êtes pas fan de Max Verstappen, c'est peut-être pas le meilleur endroit où aller. Maintenant, on devrait pas se rendre sur un Grand Prix et pas se sentir en sécurité et voilà, se chambrer. Moi, j'adore chambrer, je trouve que ça fait partie du sport, mais il y a des limites à pas dépasser. Et visiblement, elles ont été dépassées ce week-end. J'espère que des mesures seront prises ou au moins il y aura une espèce de prise de conscience collective. Eh bien, tu en as parlé. Ce ne sera pas l'un des enseignements de ce Grand Prix d'Autriche. Je propose justement de découvrir les 4 points qu'on va aborder dans cette vidéo. Alpine payé, enfin. As, un renouveau enfin confirmé. AlphaTauri en fin de peloton. Mais on attaque tout de suite sur Leclerc. Enfin à son avantage, le pilote monégasque qui a mis fin en tout cas à une série noire véritablement. Lui, eh bien, qui n'avait plus gagné depuis le Grand Prix d'Australie. Premier podium depuis Miami. On se rappelle aussi également que lors des F1 Sprint, eh bien, la bataille avec Sainz aurait pu faire nourrir quelques craintes chez le pilote monégasque qui met donc fin à 3 mois de disette. Alors est-il de retour aux affaires, Charles Leclerc? Parce qu'on a vu que cette SF75 lui a permis d'avoir une très bonne tenue des pneus. Il y a eu cette stratégie proactive et ambitieuse aussi concernant les 2 voitures du côté de chez Ferrari. 3 dépassements incisifs sur Verstappen, autour 12, 33 et 53. Et puis tout de même, la gestion de la fin de course avec cette pédale récalcitrante, mais aussi avec la crainte d'un problème moteur, chose qui est arrivée du côté de Carlos Sainz. Ça y est, il en a terminé avec cette série noire. Charles Leclerc a-t-il relancé un petit peu le championnat du monde? Non, je pense pas qu'il en ait terminé, dans le sens où on n'a pas l'impression que Ferrari ait particulièrement appris de ses erreurs encore. La seule chose qui est réconfortante, on va dire, c'est que Charles Leclerc a réussi à avaler Silverstone et retransmettre la rage qu'il avait à Silverstone de manière qualitative en piste, sans faire d'erreur, en étant plus agressif, sans pour autant en faire trop. Ça, c'est pour moi l'enseignement de l'upgrade qu'il y a eu entre Silverstone et l'Autriche pour Ferrari. Maintenant, c'est quand même encore pas évident pour Ferrari d'aller chercher les victoires. Entre cette pédale, entre ce rythme qui est apparu un peu miraculeusement quand même, ce rythme de la Ferrari par rapport à la Red Bull. Heureusement que la Red Bull a ce problème de dégradation de gomme. On a encore, on ne sait pas si la voiture va arriver au bout. Il y a Sainz de l'autre côté qui l'embête en course au sprint. Il y a Sainz qui casse en course. Je veux dire, chez Ferrari, il n'y a rien de serein encore. Donc, tu as quand même une bonne stratégie, tu as quand même un rythme qui est optimisé entre les sprints et les qualifs. Tu as quand même. Autant on a beaucoup critiqué Ferrari ces dernières semaines, autant j'ai l'impression qu'il y a eu une réponse en piste, Hamza, non? Au final, Ferrari, au championnat du monde constructeur, ne reprend que 5 ou 7 points sur l'ensemble du week-end. Alors qu'en termes de rythme, et on perd sur Mercedes. Il y avait une... oui, on perd sur Mercedes. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense plutôt à Red Bull. Et en termes de rythme, j'ai l'impression qu'il y avait quand même, je ne vais pas dire un monde, mais presque, entre Red Bull et Ferrari. Ça veut dire que même lorsque tu sembles largement au-dessus de la moyenne, bah, tu ne parviens pas à maximiser. Le problème de Carlos Sainz qui survient, qui arrive de nulle part, il est assez inquiétant. Alors moi, perso, ma jeune expérience en Formule 1, j'ai jamais vu un moteur comme ça exploser. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai hâte de connaître les résultats de l'investigation. Mais tu te retrouves dans une situation quand même où la fiabilité, elle fait encore défaut. Ce qui est problématique quand tu joues un titre constructeur. Alors évidemment que Ferrari est sur le moyen long terme jusqu'à la fin de cette ère de réglementation. Mais c'est problématique dans le sens où il y avait un doublé facile à aller chercher que malheureusement pour Ferrari, ils ne sont pas capables quand même de signer ces points, d'autant plus que si tu prends depuis le début de la saison, Ferrari c'est l'équipe qui a le moins de kilométrage et les 3 équipes qui ont le moins de kilométrage, ce sont 3 équipes à moteur Ferrari. Ferrari, Alfa Romeo et Haas. Julien, ils sont pisse-froids nos amis ou réalistes? Non, c'est réaliste. Après, moi je te rejoins sur la stratégie, j'ai bien aimé. Quand j'ai vu la VSC à la fin, je me suis dit,
Red Bull, ils vont y aller et encore, ils vont être super agressifs et c'est eux qui vont gagner à la fin. Et quand j'ai vu Charles rentrer, je me suis dit, bah voilà, enfin, comme tu dis, proactif, prendre les devants, pas être spectateur, pas être attentif, parce qu'on avait un peu l'impression à Silverstone ou même de manière générale, il y a souvent un flottement sur le muret des stands chez Ferrari. T'es un peu spectateur, t'attends, tu sais pas trop. Alors que Red Bull, c'est la machine de guerre, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils réfléchissent même pas, ils débranchent le cerveau, ils voient il y a un scénario, ah bah il y a ça, tac, bim, je prends les devants et j'agresse en permanence. Même là, je veux dire, Max, il avait aucune chance de gagner la course à la régulière et jusqu'au bout, si on est fan de Verstappen, on peut y croire. Alors que Ferrari, si vous êtes tifosi, vous serrez les fesses jusqu'au bout parce que vous dites qu'est-ce qui va me tomber sur la tête. Et voilà, le pauvre Sainz, son moteur, il est parti salade de piston et Leclerc avec sa pédale d'accélérateur, je pense qu'il y avait 5 tours de plus et c'était fini quoi. Donc bon, jusqu'au bout, c'est toujours dans la douleur. Il n'y a pas de sérénité. Maintenant, je salue quand même la stratégie. Je ne sais pas si Laurent Mekies, je crois qu'il n'était pas là à Silverstone, il était là. Il Je ne sais pas s'il fait la différence, mais en tout cas, c'est quand même quelqu'un d'expérience et qui lui peut-être a apporté cette sérénité, ce calme, et pour dire parce que là, si Charles Leclerc rentre à la fin et que Max Verstappen fait l'inverse, on dit ah ben non, Ferrari ils ont encore fait n'importe quoi et tout ça. Donc vous voyez, mais ça faut pas. Mais en fait, faut pas réfléchir en conséquence de ce que va faire l'autre. Il faut faire ce qui est mieux pour soi et après. Sur la stratégie, je te rejoins complètement. Moi, je trouve que la Ferrari, le fait de rester dans sa fenêtre en s'arrêtant 13 tours après pour Charles Leclerc, Verstappen, je trouve ça plutôt intéressant. Mais le problème, c'est que comme c'est Ferrari, bah, tu doutes. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'ils prennent la bonne décision ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire ? Alors que si c'est l'inverse, c'est le scénario inverse et c'est Red Bull qui reste dans sa ligne de conduite, on se dit Red Bull imperturbable. Mais comme c'est Ferrari, il y a toujours ce petit doute. Jusqu'au dernier tour, tu te dis, je suis pas sûr que la stratégie était bonne. tu ne sais pas parce que bon, après quand tu vois Leclerc passer 3 fois Verstappen, tu sens quand même que le rythme est meilleur de la Ferrari et peut-être que ça atténue aussi une stratégie qui aurait pu être mauvaise si le rythme des monoplaces n'était pas aussi différent parce que on parle de stratégie et que la stratégie était bonne, je suis d'accord avec vous. Moi je tiens quand même à vous rappeler que la Red Bull sur le premier relais a détruit sa gomme très très vite et il y a eu un écart permanent entre Charles Leclerc et Max Verstappen de 13 tours de dégradation de gomme. Ouais. Donc si la stratégie a fonctionné chez Ferrari, ça ne veut pas forcément dire qu'elle était parfaite et que visiblement le rythme qu'avait la Ferrari compensait dans tous les cas une erreur stratégique. Si t'es Ferrari, tu peux aussi t'arrêter juste après Max Verstappen et ressortir juste devant lui et tu protèges la position. Ce qui aurait été, au vu de la situation actuelle et des erreurs qu'ils font, peut-être un call sensé. Oui, tu peux le voir. Oui, tu joues la sécurité de ce côté-là. Mais au final, en fait, tu peux le prendre de différentes manières. Moi, je trouve que ce qu'ils ont fait, effectivement, c'est rassurant dans le sens où ils sont quand même sûrs de leur force, focus sur eux-mêmes, sur l'Autriche. Maintenant, on est obligé aussi de constater que depuis l'arrivée d'une nouvelle aileron arrière, au Canada pour Leclerc et à partir de Silverstone pour les deux pilotes, au niveau de la vitesse de pointe, ils arrivent quand même beaucoup plus facilement à rattraper les Red Bull qui avaient quand même, je me souviens de Bakou, où Red Bull survolait en ligne droite la concurrence. Là, Ferrari revient et on peut se permettre quand même d'avoir des batailles entre les deux écuries. Et il faut parler aussi peut-être de l'optimisation des réglages, les gars. Regardez cette déclaration notamment de Mattia Binotto juste après la course qui disait ceci. C'était très important, pas seulement pour le championnat, mais aussi pour son moral, pour son humeur, bien sûr, de gagner pour Charles Leclerc. Ça fait 2 de suite pour Ferrari. C'est un plaisir pour nous de gagner sur leur course à domicile, en évoquant bien évidemment Red Bull, et de montrer que la voiture est encore en forme. Nous avons regardé nos données hier pendant le sprint pour essayer de trouver le bon équilibre afin de gérer au mieux les pneus. La fiabilité est une inquiétude et nous sommes déçus aujourd'hui. On aurait pu faire un doublé. Mattia Binotto, opération ménager la chèvre et le chou. Vous choisissez qui vous voulez pour bien sûr le personnage de la chèvre dans cette histoire. C'est intéressant. Nous avons regardé nos données hier pendant le sprint pour essayer de trouver le bon équilibre afin de gérer au mieux les pneus. C'est une réussite Ferrari, là, encore une fois. Oui, mais après toutes les écuries nous disent qu'elles passent leur impression qu'ils sont en train avec leur lampe à huile à regarder les données toute la nuit, à se coucher à 2h du matin. C'est des fois, et surtout la gestion pneumatique, même après tant d'années avec les Pirelli, même s'il y a un nouveau format cette année avec les 18 pouces, ça reste une espèce de magie noire par moment. C'est-à-dire qu'un jour vous allez être non mais et même les ingénieurs pneus, d'ailleurs c'est ce qui les fascine, c'est qu'un jour vous allez être génial, vous êtes dans la fenêtre qui est étroite comme ça, comme une maison de poupée, et ça va être fabuleux, et le lendemain, typiquement, la veille, le sprint, Verstappen tranquille, tout en contrôle, en maîtrise, peut-être aidé parce que derrière ça bataillait dur, et le lendemain,
bon, peut-être pas la même température, peut-être un peu plus chaud, peut-être la piste différente. Et là, scénario totalement inverse. Donc il n'y a pas plu. vraiment de. Il a plu dimanche oui, matin. c'est vrai que ça a été lavé. Il a plu dimanche matin. Non, puis il y a une analyse aussi qui a été faite par rapport à la course sprint, par les déclarations de Max Verstappen à son team à la sortie de la course sprint, qui disait ça a été très compliqué à gérer en termes de pneumatiques. Charles Leclerc, lui, n'était pas du tout déçu de sa deuxième place et disait on va pouvoir aller les catcher demain. Donc il y avait déjà un travail qui se faisait. C'était le sprint, mine de rien, pour des écuries qui focusent tant sur la course. C'est aussi une dernière séance d'essai, une séance d'essai qui met des points, bien sûr, mais là, en l'occurrence, ils ont quand même bien optimisé les choses. Et c'est ce qu'on disait hier quand on s'est appelé, c'est quand même la première fois depuis que Ferrari a réglé ses problèmes d'usure de gomme à Barcelone qu'on peut voir sur un week-end complet la différence que ça crée par rapport à la Red Bull. On n'a jamais eu, depuis Barcelone, la Red Bull de Leclerc, la Red Bull de Verstappen et la Ferrari de Leclerc se battre sur des longs relais sans que la fiabilité intervienne pour l'un ou pour l'autre ou qu'il y ait quelque chose qui les sépare en piste. Là, on a pu voir effectivement que le problème de dégradation de gomme qui était là avant Barcelone et qui semblait du coup donner un avantage à Max Verstappen semble être à peu près réglé. Encore une fois, c'est peut-être simplement symptomatique du Red Bull Ring. Mais là, on a une idée à mi-saison du potentiel des monoplaces actuels et que Ferrari, visiblement, a semblé corriger ses problèmes de performance. Maintenant, il reste deux choses, humain et stratégie. Et fiabilité, parce que Carlos Sainz devrait être pénalisé en France parce qu'il ne pense pas que ce soit récupérable, il devrait être pénalisé du côté du Castellet. C'est vrai. À mon avis, oui, c'est fini, oui, je pense. Grosse frayeur, les gars, d'ailleurs, sur cet incendie, sur cette voiture qui n'était pas calée, qui est partie. Enfin, on s'est à un moment donné posé la question de savoir s'il allait pouvoir sortir de cette voiture. C'était assez effrayant. Quand tu enlèves les images que tu montres, c'est que tu te dis que potentiellement ça va être plus grave que. Mais bêtement, c'est bêtement. D'ailleurs. Comme quoi, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, ça remet en cause certains principes. Peut-être qu'il faudrait revoir le fait d'avoir des dégagements en montée. On n'a jamais eu réellement le problème, il me semble. Enfin, en tout cas, j'ai pas souvenir. Si, il y a quelques années, en Allemagne, au Nürburgring, il y a une voiture qui a traversé. Je crois que c'est celle d'Heidfeld ou je sais plus. Qui reculait, qui avait traversé carrément toute la piste et qui se cale dans l'herbe à cause d'un panneau publicitaire. Tu sais, les trucs en polystyrène. Ah, mais c'était au Koenig, non? C'est pas que je crois pas Nürburgring, il me semble. Ah oui, je sais plus. Il y a une dizaine d'années. Mais en l'occurrence, ce qui arrive hier à Carlos Sainz, ça peut être dramatique pour un souci de gravité. Vraiment. Et puis, enfin. Il y a eu une lenteur un peu. L'intervention est un peu molle, mais bon, on n'est pas là pour. Non, c'est vrai que les commissaires, ça fait plusieurs courses où. Bon. Après, c'est des bénévoles, on en parlait avec Hamza, c'est des bénévoles, c'est-à-dire que au bout d'un moment, ça aussi c'est une belle hypocrisie. Avec les millions, les centaines de millions, les milliards que tu brasses, forment des commissaires, tu les payes, tu prends des professionnels et dans ces cas-là. Que la sécurité des mecs soit assurée par des gens qui ne sont pas rémunérés, moi ça me sidère encore pour un sport aussi haut que la F1. Rassurez-vous, dans 15 jours on a rendez-vous au Castellet, il n'y aura pas ce genre de soucis. Ce sont des bénévoles quand même. Je vous le dis, oui, bien évidemment. Tu peux, il prend au premier degré, lui. Non, mais Pierre Pillonnet sera avec son extincteur en bord de piste. On le salue. Juste un tout très rapidement. On l'a très souvent dit la saison dernière sur Hamilton et Verstappen. Verstappen qui avait Hamilton, je crois. Verstappen, pardon, qui avait mené beaucoup plus de tours qu'Hamilton et au final, là, Charles Leclerc, il a mené depuis le début de saison plus de tours que Max Verstappen et au final, il y a, je crois, 40 points d'écart quasiment. Et les éléments, si vous vous posez la question, vous allez voir les précédentes émissions des Pistonnés, vous aurez le pourquoi du comment de cette mauvaise opération comptable. Deuxième enseignement, Alpine a faim, les amis. Alpine qui nous a fait un très 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 beau week-end. Ocon, déjà que s'est offert personnellement une belle centième, son premier top 5 de la saison, je vous le disais tout à l'heure, le deuxième consécutif aussi pour Alpine. Alpine qui amène énormément d'évolution, trois mises à jour sur les 4 dernières courses et qui s'affirme de plus en plus comme cette 4e force. Une course solide pour Esteban Ocon, un super départ, une stratégie optimisée, un très bon rythme, de beaux dépassements aussi également qui sont pas forcément passés dans la réalisation hier. Et puis à la fin, c'est 13 points inscrits pour le Français et Alpine qui revient à hauteur de McLaren au classement des constructeurs. Et puis il faudra évoquer aussi Fernando Alonso et cette malheureuse remontada
énième problème en F1 Sprint avec cette voiture qui est restée sur les garde-boue sur la grille. Il est parti 19e ce dimanche en pneus durs. Il disait c'est l'une de ses meilleures courses cette saison, lui qui a pu récupérer le point de la 10e place en passant Bottas dans le dernier tour. Mais une frustration pour le pilote espagnol, la frustration du train DRS dans lequel il s'est fait bloquer, on va le dire, lors de son premier relais, et puis la frustration de ce 3e arrêt à cause notamment de vibrations sur son pneu avant gauche. Ouais. Et pourtant, le call était plutôt bon puisqu'il avait profité de la virtual safety car pour s'offrir un arrêt gratuit. Ça y est, Alpine, on le dit depuis le début de cette saison, elle semble être en tout cas dans les faits la 4e force de ce plateau. Il manquait, on va dire, un aspect clutch. Est-ce qu'Alpine a trouvé des solutions ou encore une fois, c'est circonstanciel à l'Autriche, Julien? Je me méfie toujours avec Alpine aussi, parce que j'aime beaucoup les taquiner. Ouais. Encore une fois, une écurie nationale. Et bon, j'aime beaucoup d'ailleurs la phrase de Fernando Alonso, l'une de mes meilleures courses. Même quand il se qualifiait 23e avec la Honda, il disait voilà, j'ai l'impression que lui, à chaque séance, c'est la meilleure de sa vie. Quoi. Il a 20 ans de carrière, il est toujours aussi affamé, c'est fabuleux. Non, après la voiture, clairement, c'est en performance, mais depuis le début de l'année, c'est quand même, oui, la 4e force, je pense, devant la McLaren. Sur certaines courses, elle arrivait même à être devant la Mercedes. Un peu moins maintenant, parce que Mercedes, ils ont quand même redressé le tir. Maintenant, bon, je veux pas être... comment dirais-je, être trop pessimiste, mais il y a encore un problème de fiabilité où, voilà, après Ocon à Silverstone, là, c'est Alonso qui se retrouve sur les cales, effectivement, en sprint, et du coup, ça vous ruine totalement le week-end. Bon, c'est toujours des petits détails comme ça, mais il manque toujours un petit truc pour que ce soit... parfait. Donc, j'attends de voir, à confirmer. Mais c'est sûr que sur le plan comptable, ils arrivent à égaliser avec McLaren. McLaren qui, quand même, limite très bien la casse, parce qu'après les qualifs, c'était quand même la soupe à la grimace. Ils arrivent à mettre les deux dans le top 10 comme Alpine. Donc, je me demande si la fiabilité ou les petits détails comme ça ne feront pas la différence. Et j'ai l'impression que pour l'instant, pour Alpine, c'est pas encore totalement bordé, quoi. Mais Alpine a faim, mais moi, j'ai faim de plus. Ouais. Ah oui, franchement, non, mais sur ce qu'il prouve ce week-end, enfin, je suis désolé, mais alors on peut voir Ocon, on peut voir Alonso. Je vais commencer par Alonso. Il y a tous les problèmes, d'accord. Il y a les problèmes en course sprint où du coup tu démarres pas alors que tu fais une qualif plutôt intéressante. Je pense qu'il pouvait faire mieux, mais effectivement, je crois qu'il a un problème avec son fond plat en qualification. Tu pars dernier. La stratégie, elle est excellente. J'en avais parlé, je crois, en tout début de saison sur Hamilton, une course d'Hamilton. Rester en piste jusqu'à l'apparition éventuelle d'une voiture de sécurité virtuelle. Bingo, elle arrive. Tu changes de pneumatique, à ce moment-là, tu peux espérer une 6e place. Ce qui veut dire concrètement ce que tu aurais probablement eu en partant si tu n'avais pas eu ce problème en course sprint, parce qu'effectivement, peut-être que la Mercedes semblait plus rapide. Et malgré ça, on a l'impression que chez Alpine, ils se donnent des challenges. Qu'est-ce qu'on va faire ce week-end pour compliquer la vie à nos pilotes, pour compliquer notre week-end? Sincèrement, tu fais P5, P6, il n'y a rien à dire. Et encore une fois, malgré tous les problèmes qu'ils ont eus, 57e tour, ils parlent de vibration, Alonso. Quand tu vois la radio, je ne suis pas sûr que ce soit une vibration. Je pense qu'en fait, une roue mal fixée. Alors je ne sais pas si elle est mal fixée, parce qu'il y a une enquête, effectivement. Il y a une enquête de la FIA qui dit que le travail a été fait, mais Alonso le sentait très rapidement. Je ne sais pas si c'est vraiment une vibration ou un autre problème, parce qu'Alonso, tout de suite, il dit box et il ne veut pas donner la raison. Donc voilà, ça c'est la FIA a décrété que c'était pas au stand que la roue était mal fixée, mais qu'elle se serait défixée sur la piste. Voilà. Donc malgré ça, quand tu sors à ce moment-là, je crois qu'il sort 9e ou 10e, il est à 11 secondes de la 6e place. Donc potentiellement, il pouvait aller chercher, même si on a vu, Hamilton le disait, difficile de dépasser les As, mais peut-être aller chercher une 6e, 7e, 8e place. Les Alpines l'ont fait. Hein. Tu entres, oui, en plus les Alpines l'ont fait. Tu entres une deuxième fois au stand, tu ressors 14e, tu finis dans les points. Tu avais 13 secondes de retard sur Albon à ce moment-là, qui était 10e. Forcément, tu as des regrets. Tu as des regrets parce qu'Alonso, il doit finir 6e et tu fais P5, P6. Tu rentres à la maison, tu crées un petit écart important avec McLaren qui est logique au vu de la hiérarchie et de ce que l'on voit depuis plusieurs courses. Là, ils font 2 courses consécutives Alpine où il y a un de leurs pilotes qui termine à la 5e place, qui n'était jamais arrivé depuis le début de la saison. Mais moi, je suis désolé, je sors de ce week-end, j'ai encore des petits regrets. Moi, je vois samedi Fernando Alonso qui dit « Mon week-end est ruiné ». Je trouve quand même que pour un week-end ruiné, il fait encore vraiment bien le travail, et bien le café quand même, hein, le vieux Nando. Sur Cana, il espérait, sur la grille, il espérait une 14e place, je crois, au départ.
Mais attends. Oui, après, c'est un animal politique, Fernando. Ouais. Il a tendance à souvent, Comme ça. après, dire regardez, c'était la meilleure course de ma vie. J'ai fait P10. Il faut quand même souligner qu'à chaque fois qu'il y a des grosses bagarres en piste, du midfield depuis 2 ans, il est toujours là. Hein. Est-ce que tu as toujours vu là et puis Ouais, mais tu l'as dit, du midfield. Est-ce que tu as vu la Mais bataille ils sont Pascal là, Alpine est dans le midfield. Ah, mais avec la voiture qu'ils ont, ils devraient pas être dans le il devrait être au-dessus? Oui, mais alors après, il devrait être un peu dans les Best of the ça, rest. ça, ça commence maintenant le best of the rest. il faut remettre un truc en perspective avec ça, c'est que la performance de l'Alpine nous donne envie de la voir être au plus haut niveau et on va leur dire ouais mais la fiabilité machin. C'est vrai, Fernando Alonso, on l'a calculé, il a perdu au moins 40 à 45 points Ouais, cette saison. il a un peu exagéré, mais Ah non, je pense une trentaine. Lui il a dit 50, je me souviens un peu moins. Mais c'est avec TVA, ça c'est avec la TVA, faut enlever. 40 Non, points mais là, plus la taxe espagnole. potentiellement, Alonso, il est 7ème du championnat avec Norris. En Oui, gros, à peu près. mais Il devrait être au même niveau. Mais après, Best of the rest. il faut pas être aveuglé par la performance de l'Alpine parce que le plan, on le connaît. Et pour une fois dans la vie d'Alpine et de Renault, on a un plan Ils ont qui été clairs. correspond C'est ça. à ce qu'on voit en piste. C'est-à-dire, vous allez voir, la voiture sera bonne, mais elle va pas finir les courses. Ils nous l'ont dit. Pour une fois, ils nous l'ont dit. Donc, Elle a des quelque part, problèmes électriques mais au départ. moi, ça me tu peux pas prendre. Ocon a un tour rassure un près, peu, quand même. il termine pas la course sprint. enfin, après, c'est vraiment, pas c'est Alpine, inquiétant. hein, c'est une pièce standardisée. Hein. La Oui, pompe à tout à fait. la Oui, mais pompe à ça essence, tombe sur Oui, c'est vrai. Et mais c'est ça le tombe sur Alpine. fournisseur. Bah oui, mais d'accord. Mais c'est le fournisseur a des problèmes. Donc, Il a eu le même sur les problème. fournisseurs, Attends, à un moment Ocon a eu donné, le même problème à Silverstone. oui, Donc le fournisseur, je veux bien, mais ça tombe encore sur Alpine. C'est pas tombé sur Ferrari, c'est pas peut-être tombé la sur connectique Williams. avec l'Alpine, Je sais le pas. problème. Mais en attendant, tu sais, c'est comme les moteurs qui cassent tous chez Hamilton en 2016, alors que c'est parlais- tous des moteurs Mercedes. Enfin. D'ailleurs, à ce point, Fernando Alonso, je trouve, j'ai l'impression qu'au niveau en interne, les relations sont excellentes, puisque Ocon et Alonso, les deux cèdent en course quand il faut le DRS, etc. Les déclarations d'Alonso, souvent, il commence quand même de plus en plus à dire de mon côté du garage, moi j'ai tous les problèmes. Heureusement, de l'autre côté du garage, tout va bien. C'est vrai que sur ma voiture, sur la voiture numéro 14, je suis pas sûr que La ça. parade des champions, ça. Non, mais je suis pas sûr que ça déteigne sur la relation en interne, mais effectivement. La presse espagnole, ils aiment bien aussi. Après, avec la presse espagnole, c'est un effet, c'est un cercle. de Après, neige, tu ouais. commences et tu commences et tu commences et tu vas peut-être créer des tensions là où il n'y a pas besoin d'en créer. Juste pour revenir sur la bataille du midfield, je vous conseille la caméra embarquée au premier tour. La bataille entre Alonso et Vettel, d'une propreté, sans nom. C'était propre, c'était beau, c'était clinique. Ça a duré 4-5 virages du virage 3 jusqu'au début du troisième secteur. Je me suis On devrait régalé. aller faire du gala les deux là. On devrait aller s'éclater sur des Race of Champions. Oh, ils ont quand même encore à nous offrir pour la Formule 1. Vous avez vu que Ouais, on les filme pas. Alonso a fait le professeur hein, Avec Tsunoda. avec Tsunoda. Hein, c'était sympa. Même pas un mot sur Ocon, Juste les gars. Ocon, ouais, quand même. Parce Vous que avez pas dit un mot sur Ocon. franchement, il est en train de faire une très grosse belle saison, saison. hein. Ouais, Oui, pour mais l'instant. Ocon, malheureusement, le pauvre, c'est que même quand il fait un super résultat, invisible. on est toujours omnubilé par autre chose. Et c'est-à-dire que même, je me souviens l'année dernière, sa victoire, j'y étais pas parce que ma fille venait de naître 2 jours avant, mais je regardais depuis à moitié la tête à l'envers depuis la maternité, et j'avais l'impression qu'on ne parlait que d'Alonso. Je me dis, mais qui va gagner la course? C'est Alonso? Et non. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, en tout cas sur le plan médiatique, il est éclipsé parce qu'aussi, Ocon, il joue moins le jeu où il a moins d'expérience, il n'a pas le même palmarès que Fernando. Et il accepte aussi que Fernando attire plus la lumière avec ses déclarations toujours un peu hyperboliques, ce genre de choses. Et voilà, même quand il fait une super course et qu'il fait P5, malheureusement, j'allais dire, sur le plan médiatique, ça passe un peu inaperçu. Alors la remontada, un peu le couteau entre les dents depuis la 14e jusqu'à la 10e place, limite on en parle plus que la 5e place d'Ocon. Sachant qu'Ocon dit Mais on est responsable aussi, nous aussi, les Ouais, médias, bien sûr, je fais mon complètement. autocritique. Hein. C'est ce Mais qu'on a parce fait qu'on a tous- tous- c'est ce on a qu'on tous a envie fait de voir nous, Alonso. d'ailleurs. C'est ce qu'on a fait nous d'ailleurs sur le plateau de Winamax. Je vous conseille d'aller revoir cette émission. C'était le grand sujet. Est-ce qu'on sous-estime un petit peu Esteban Ocon? Voilà. Ocon dit On le qu'il pouvait sous-voit. même espérer une 4e place parce que la voiture de sécurité virtuelle a rendu ses freins plus froids. Et ce qui a facilité le déplacement notamment de George Russell. Pour une 100e course, 5e place c'est pas mal. Et pour revenir sur la saison d'Ocon, j'ai l'impression, il me semble, qu'il a terminé dans les points à chaque course qu'il a disputée sans problème. Monaco, il est pénalisé. Silverstone, il abandonne. Il a un problème de botte de vitesse à Imola, en qualification. Sinon, c'est toujours dans les points. Donc effectivement, au niveau de la régularité et de la performance,
Ocon, il fait une excellente saison quand même. Une excellente première partie de saison. Comme on le disait, il a des coéquipiers aussi depuis qu'il est revenu en F1 après Force India. Il a des coéquipiers oppressants en termes d'image. Ricciardo, Alonso, c'est quand même pas le mieux pour briller, pour se montrer. On en parlait chez Winamax. Gasly, il a eu Tsunoda, il a eu Hartley, et quand il a été avec Max Verstappen, on a vu le résultat. Donc au final, lui, il subit quand même un panel de coéquipiers qui n'est pas forcément facile à gérer, et il fait plus que le taf. Si vous lui faites le procès du panache, regardez aussi l'aspect quand même assez clutch de Esteban Ocon, qui ne pouvait pas viser mieux en tout cas que cette 5e place qui a été cherchée du côté du Red Bull Ring. 3e enseignement les gars, parlons de Haas. Haas, il n'y a pas d'évolution, mais Haas continue de marquer des points, une belle dynamique, 19 points depuis Silverstone après 5-0 pointés. Haas qui est vraiment de retour aux affaires depuis Montréal où ils avaient impressionné en qualification. Un bon rythme ce week-end en Autriche, les 2 voitures notamment en Q3. Magnussen gêné par un problème moteur en course qui ne l'a pas empêché, là encore une fois, de rentrer dans le top 10. Et puis Schumacher, parlons-en les amis, on va faire un thème spécial Schumacher pour l'émission de mercredi. Il sera en interview, on débattra justement sur la question du mérite autour de Mick Schumacher. La belle défense déjà sur Hamilton en sprint qui nous a vraiment régalé. Lui qui était furax devant la presse, preuve aussi également qu'il change un petit peu d'approche mentale autour de la Formule 1. Est-ce que c'était sa course référence justement dans la discipline reine ce week-end? 2e top 10 consécutif. Haas qui repasse devant AlphaTauri au classement des constructeurs. Julien, un petit avis sur Mick Schumacher. Est-ce qu'il t'a étonné ce week-end? Étonné, les gens vont rigoler parce que si vous me suivez sur Twitter, c'est vrai que j'ai souvent la dent dure. J'ai souvent eu la dent dure contre Mick. Mais course référence, en tout cas, dans sa jeune carrière de Formule 1, moi, il m'a vraiment... Alors étonné, c'était un peu fort, mais ça m'a vraiment bien plu, parce que c'était solide de bout en bout. Et au-delà du résultat brut, j'ai bien aimé, moi, le changement d'attitude. C'est-à-dire que c'est fini d'être le bon élève, poli, oui madame, je lève le doigt, le petit doigt sur la couture du pantalon. Non, là, on est énervé, on fait une belle bagarre contre Hamilton. Après déjà, cette frottée à Verstappen, mais même déjà, on sentait à Silverstone, on sentait le pilote qui n'avait pas encore inscrit ses premiers points, qui n'était pas en confiance. Et du coup, Verstappen, même avec une Red Bull blessée, il a pu le balader parce qu'il sait qu'il n'allait pas prendre de risque. Là, c'était déjà un peu plus costaud parce que ça y est, il s'est débarrassé du poids un peu mental qui était cette première arrivée dans les points. Donc beaucoup plus incisif, beaucoup plus tranchant, et y compris, voilà, il n'hésite pas à montrer qu'il est énervé vis-à-vis de son écurie, et ça fait du bien. Le changement d'attitude, c'est même plus que le résultat. Moi, c'est ça que j'ai apprécié, que j'ai noté. Et clairement, c'est le week-end, enfin, il en est à 32, je crois, ou quelque chose comme ça en Formule 1. C'est clairement le week-end le plus abouti, et encore plus que Silverstone, celui qui pourrait opérer comme un déclic, sachant que Haas a toujours été excellente sur le Red Bull Ring. Oui, Grosjean avait fait 4e en 2018. Magnussen s'était qualifié 5e, je sais plus, en 2019 ou 2020, je sais plus. En 2018, ils font P4, P5. Grosjean, Magnussen, c'est leur record de points. Extraordinaire. Et Haas, on ne sait pas, il commence très fort, assez régulièrement, sauf 2021 où c'était une saison complètement oubliée de bout en bout, mais après ils disparaissent un peu des écrans radars, ils reviennent sur certaines pistes où ils sont, comment dirais-je, à l'aise, mais là, la différence peut-être avec c'est que là ils ont capitalisé, même si Magnussen a ce petit souci, au moins les 2 voitures sont en Q3, les 2 voitures sont dans les points, et ça permet de dépasser AlphaTauri donc au classement constructeur. C'est la première fois depuis très longtemps, au-delà de l'aspect points, que je vois Haas comme une écurie qui a pesé dans la course. Ouais. Pas une écurie qui a subi son rythme de qualif pour redescendre plus bas. Ouais. Pas une écurie qui fait sa course dans l'entre-soi avec peu de bagarres en piste. Non, ils ont été au cœur de ces bagarres, au cœur des stratégies du midfield, et ils ont été une épine dans le pied de beaucoup de pilotes, et eux ont eu des targets durant la course. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un week-end de course automobile pour eux, et pas de ballet et de figuration. Et mine de rien, quand on prend l'histoire de Haas, c'est pas arrivé si souvent que ça de voir une Haas qui peut être une menace dans le dos d'un pilote, parce que souvent le rythme s'effondrait en course. Même des saisons où la Haas allait et même en 2018, mal, il y avait des courses où ça... Et ça, pour moi, c'est vraiment un marqueur de changement. Alors,
On va voir avec les améliorations que Haas va apporter, même si Haas est la seule écurie au monde qui, quand elle apporte des améliorations, fonctionne moins bien. Je me méfie des updates de Haas. Des fois, si le produit est bon... Ça peut être des pas en arrière, c'est ça que tu veux dire. Exactement. Dès qu'ils améliorent la voiture, elle marche moins bien, et c'est tout le temps comme ça. Bref. Mais du coup, c'est assez rafraîchissant ce qu'on a vu ce week-end, je trouve, entre Magnussen et Schumacher, qui n'ont pas été Magnussen et Schumacher. Ils ont été Magnussen et Schumacher, étaient présents et important dans cette course en Autriche, je trouve. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'ils performent, ils se sont battus face à tout le monde, excepté Ferrari et Red Bull sur ce week-end. Ils ont rendu la tâche compliquée à toutes les équipes. Franchement, moi, j'ai été impressionné par l'intégralité du week-end chez Haas. Il n'y a pas eu de pépin. Alors effectivement, il y a eu cette alerte Magnussen qu'on a appris après la course, lorsque Magnussen s'est exprimé dans les médias avec ce problème moteur qui l'a handicapé, selon lui, sur l'intégralité de la course. Mais 2 courses consécutives où tu as 2 pilotes, les 2 pilotes dans les points, ce n'est pas arrivé depuis 2018. C'est le 2e meilleur week-end de l'histoire de Haas. Moi, je trouve que... j'allais dire que c'est prometteur, en fait. Et comme tu le disais, on ne sait pas, parce que peut-être qu'en France ou qu'en Hongrie, que ça redescendra. On ne sait pas, mais... Ce qui est intéressant, déjà, pour le constructeur, c'est intéressant. Sur les 2 derniers week-ends, ils ont pris plus de points que Williams, Alfa Romeo, Alfa Tauri, McLaren, Aston, j'imagine, non ? Et Aston Martin réunis. Les 5 réunis, ils ont pris plus de points. Ils prennent 19 points alors qu'ils n'en avaient pris que 12 depuis le début de la saison. Ils mettent Alfa Tauri derrière. Ils mettent Alfa Tauri derrière. Et mentalement, c'est super important. Alfa Tauri, c'est quand même l'écurie qu'on estimait comme étant presque meilleure des autres l'année dernière. Là, alors je dirais évidemment, il y a un changement de réglementation, les moteurs sont différents, enfin, que Ferrari a repris du galon pour Haas et tout, mais c'est quand même un signe de progression, alors qu'on annonçait cette écurie moribonde. Mais quand je dis moribonde, c'est qu'on ne s'attendait pas à la voir reprogresser dans 2, 3, 4 ans. On s'attendait à la voir mourir, tout court. C'est-à-dire que ça disparaisse et terminer, bonsoir. Et plus important que la lutte avec Alfa Tauri, parce que je ne suis pas sûr qu'ils jouent sur l'ensemble d'une saison dans le même championnat, c'est qu'aujourd'hui, ils ont quasiment le double de points qu'Aston Martin. Et je pense que c'est plus le championnat de Haas sur l'ensemble d'une saison. Donc, non seulement ils ne sont pas condamnés à la dernière place, mais ils vont prendre des millions importants à la fin de la saison, qui vont aussi permettre, on l'espère pour eux, de développer la voiture et de construire pour la saison 2023. Ce qui attire aussi la curiosité du paddock. Regardez ces 2 petites réactions justement que je vous ai sélectionnées, qui sont assez rigolotes, qui prêtent à sourire. On a notamment Toto Wolff qui nous disait ceci. Oui, c'est bien que la bande à Gunther puisse être compétitive. Nous l'avons vu lors des dernières courses. Ils étaient proches et nous les avions certainement dans le collimateur pour nous concurrencer. Donc c'est amusant. Et puis Esteban Ocon qui disait Mick volait, il m'a gardé éveillé, ils ont fait des progrès incroyables. Voilà en tout cas la performance de Haas saluée par le reste du paddock. 4e enseignement, tu as commencé à en parler Brice. Alfa Tauri est en fin de peloton. Alfa Tauri qui est dans le dur en tout cas. La course la plus difficile de l'année, c'est ce qu'a dit Yuki Tsunoda à l'arrivée en Autriche. Aucun rythme tout au long du week-end, parmi les plus lents. Ça c'est une phrase bien dite par Pierre Gasly. Gros problème de grippe. On a vu cette voiture en glisse tout au long du circuit. Eux qui n'ont plus inscrit de points depuis Bakou, ça fait quand même 3 courses. Dépassés, on l'a rappelé tout à l'heure, au classement des championnats du monde par Haas. On attend des évolutions au Castellet dans 15 jours du côté de chez Alfa Tauri, mais il y a un mais, il n'y a pas encore tout à fait de certitude. Et puis, il y a un aspect sur lequel je voulais vous relancer. Est-ce que Pierre Gasly et Yuki Tsunoda ne doivent pas faire attention à un excès de frustration? On a vu notamment des espoirs ruinés en sprint pour Pierre Gasly par Lewis Hamilton. Gasly qui a été pénalisé en course par 2 fois, une fois à cause des track limits et l'autre fois bien sûr pour cet accrochage avec Sébastien Vettel. Et puis on rappellera qu'après le désastre Silverstone, Tsunoda n'a pas existé. C'était le pilote le plus lent sur la piste hier à l'arrivée parmi ceux qui ont réussi à rejoindre l'arrivée. Inquiétante cette Alfa Tauri, saison très très difficile. Le délitement est un peu sur tous les niveaux et c'est ça qui est inquiétant, je trouve. Encore une saison où tu as une voiture qui marche pas, ça va arriver à toutes les écuries et on a vu Ferrari avoir 2 ans une voiture qui marche pas et savoir pondre une voiture qui marche et faire des résultats, certes décevants, mais qui pourraient être, qui sont déjà en tout cas dans la progression. Alfa Tauri, j'ai l'impression là quand même, par rapport à l'année dernière, si on compare l'année dernière et même 2020, Tsunoda agace tout le monde. Même Marco a dit en public que c'était l'enfant à problème de la maison. Donc c'est sympa quand même de détruire ton pilote alors qu'il manque de confiance. Ils ont appelé un psychologue pour Tsunoda. Donc, un nutritionniste l'année dernière, on se rappelle. Voilà, mais tu te rends compte à quel point il faut aller travailler le mec. Ça fait partie de l'apprentissage. Aujourd'hui, les sportifs de haut niveau, attends, excuse-moi, il n'y a pas à être couvé. Les sportifs de haut niveau
tu leur mets un psychologue, aujourd'hui ça fait partie presque de la norme. Mais il se démerde. Cette étape. Grosjean, il s'est démerdé. Quand il a eu besoin d'un psychologue, Ouais, mais moi, je trouve c'est pas intéressant. Renault qui est allé, ou Lotus Non, qui est mais allé. moi, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, la famille Red Bull s'occupe de ses pilotes et s'occupe en l'occurrence de Tsunoda. Tsunoda, il a besoin de progresser sur tel et tel sujet. On va lui apporter cette aide sur tel et tel sujet. Je sais pas, je trouve que, en fait, je sais pas pourquoi il le garde, là, à l'heure actuelle. En termes de rythme, c'est pas trop mal, mais en termes d'erreurs en piste, je trouve ça aberrant. Je trouve que Gasly, cette saison, est certainement dans une des parties les plus dures de sa carrière après Red Forcément. Bull. Là, ces 6 premiers mois, je les trouve très moyens à Pierre Gasly. Mais après, il nous a montré tellement l'année dernière que forcément, la chute est D'ailleurs, grande. Et l'AlphaTauri n'existe pas. Sur le tableau, tu dis des espoirs ruinés par Hamilton. Moi, je trouve que c'est plus Gasly qu'Hamilton qui est responsable sur On reprenait les propos sur de Gasly, mais oui. la Silverstone, sprint, parce qu'effectivement, Gasly, il se rabat sur l'intérieur alors qu'il y a sur l'extérieur, enfin sur le côté alors qu'il y a déjà 2 voitures. Je suis pas sûr que c'était forcément indispensable. L'accrochage sur Vettel, il est un peu responsable aussi. Je peux comprendre la frustration d'un pilote qui a tutoyé les sommets presque au volant d'une AlphaTauri quand tu vas chercher des podiums, quand tu vas chercher une victoire. Effectivement, maintenant, ça va être important de passer cette phase beaucoup plus compliquée dans sa carrière, et puis peut-être que dès le Grand Prix de France, il y aura des évolutions qui permettront à Gasly et à Tsunoda aussi de reperformer. Julien, ils vont s'enfoncer jusqu'où, AlphaTauri ? Je pense que c'est une fin de cycle et c'est très compliqué dans le milieu de grille parce qu'on sait que AlphaTauri ou jadis Toro Rosso, il y a toujours un plafond de verre. C'est-à-dire que jamais ils se battront pour le top 4. Je sais que le vénérable Franz Tost nous vend son top 5 depuis 15 ans. Je crois qu'ils n'ont jamais fait top 5. Ils sont passés tout près l'année dernière. Mais Toro Rosso, AlphaTauri, ça oscille entre la 9e et la 6e place. Donc voilà, qu'il y a un coup de moins bien cette saison, c'est limite, on va dire, logique parce qu'ils ont tellement fait des résultats extraordinaires pour leurs ressources en 2019 déjà avec 2 podiums. N'oublions pas que Kvyat quand même à Hockenheim, voilà, Gasly évidemment au Brésil, la victoire en 2020, un autre podium en 2021 à Bakou. C'est-à-dire qu'ils ont mangé tout leur pain blanc et que forcément, que ce soit AlphaTauri ou même Gasly, ils allaient avoir un coup de moins bien. Et dès que vous avez un coup de moins bien dans le milieu de grille, Mercedes, ils ont vraiment eu un coup de moins bien. Ils arrivent quand même à faire des podiums parce qu'ils ont une avance et un coussin, une marge sur le reste du midfield. Là, AlphaTauri, dès que vous perdez un petit peu quelque chose, Gasly l'année dernière, il se qualifiait tout le temps dans le top 6. Donc vous avez quand même cette petite marge. Là, à partir du moment où vous partez 10e, 11e, vous êtes vraiment au cœur de la mêlée. Gasly, quand même, depuis 2-3 ans, il est sur les premiers tours. Il y a souvent quelques contacts. Et limite, je m'en fiche de savoir s'il est responsable ou pas. C'est juste que il est au mauvais endroit, au mauvais moment, et après ça va très vite, quoi. Vous pouvez enchaîner une spirale négative, et je pense que cette phase, elle est normale dans la carrière d'un pilote. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment il va faire le dos rond, serrer les dents et arriver à rebondir et à revenir encore plus fort. Maintenant aussi, je peux comprendre sa frustration, parce que vous n'avez pas vocation, quand vous êtes pilote, à rester 5 ans chez Toro Rosso, chez AlphaTauri. Là, jusqu'à fin 2023, j'ai calculé, s'il y a 23 courses l'année prochaine, il s'est fait encore, ou 24, il y a encore 35 courses. 35 courses chez AlphaTauri, il y a quelques années, c'est l'équivalent de 2 saisons complètes. Après, Russell a fait 3 ans ou 4 ans. Oui, 3 ans chez Williams. Oui, mais il avait cette perspective de... T'inquiète pas, le volant Mercedes, en plus il arrive chez Mercedes, les pauvres, ça a été long, aussi. Ça a été long. Et d'ailleurs, il y a eu des périodes où on sentait qu'il y avait peut-être un moment de flottement, où quand Latifi s'est un peu rapproché et tout, je pense pas que Latifi ait fait un step extraordinaire, c'est plutôt Russell. En plus le rythme est tellement intense, vous enchaînez les courses, c'est difficile de se lever, d'aller se faire mal pour se qualifier 12e et de vous dire, mince, j'ai encore 35 week-ends comme ça, je vais arriver fin 2023. Bon, il est pas, je vais pas le mettre à l'EHPAD. Hein. Il a 96, il aura 27 ans. Donc voilà, 27 ans, en plus il aura 28 ans en 2024. Est-ce qu'il n'aura pas été remplacé par un nouveau prodige, des mecs c'est en gros que vous avez une fenêtre de tir et j'espère qu'il va pas s'essouffler, s'épuiser dans ce midfield, un peu comme avait pu faire un Fisichella ou un Hülkenberg, des mecs qui ont passé leur carrière à batailler, à faire des performances extraordinaires au volant de voitures assez modestes, et quand ils ont eu la possibilité d'avoir leur break, on va dire, Fisichella est tombé sur Alonso, le pauvre, il a pu gagner quelques courses chez Renault, mais voilà, ça n'a pas fait la maille, et Hülkenberg, il a jamais eu le pré-contrat Ferrari. Il a eu le pré-contrat Ferrari comme à peu près tout le monde, même moi j'en ai reçu un, mais non, vous avez confirmé que non, du coup. Non mais voilà, j'ai
j'ai peur qu'il y ait un phénomène d'essoufflement pour Pierre. Quant à Tsunoda, ouais, autant il m'avait enthousiasmé en F3, en F2, et je pensais qu'il avait moyen un peu de casser la baraque en arrivant. Et limite, l'année dernière, je trouve que ses hauts étaient plus élevés que les hauts de cette année. Donc, bon, Ça c'est reste assez... Après, il est évidemment, reste un jeune pilote. il est très jeune, il est quand même arrivé en Europe assez tard. 98 Non, 2000. 2000, ouais, il a 22 ans. Ensemble. Mais après, pour Gasly, c'est difficile. Je vais mettre un petit tir. C'est difficile de se qualifier dans le top 6 quand on n'annule pas le temps de Pérez. On va en parler ça. On va en parler dans quelques instants. Je dis ça. Juste Faisons le point. Oui, vas-y. très rapidement, Gasly, tu parlais tout à l'heure, il est souvent dans les accrochages où Gasly, en course sprint, ça lui réussit pas. Ah il non, n'a jamais c'est gagné de position. On se rappelle entre comment ça l'an dernier. Avec sa position, entre une position de départ et une position d'arrivée, il n'a jamais gagné de place, Pierre Gasly. Il a souvent soit abandonné, soit perdu des positions. Et attention à ne, pas surconduire. à ne pas surconduire aussi du fait de la situation d'AlphaTauri et de la frustration que ça génère, bien Mais c'est évidemment. ça, c'est tout un. Quand tu disais le délitement est un peu général, c'est peut-être un peu fort délitement, mais c'est ça, c'est à tous les niveaux, il y a. Un cercle vicieux. Voilà, exactement. Mais je pense que c'était inévitable parce qu'ils ont tellement fait des résultats extraordinaires pour leurs ressources ces dernières années que fatalement il y allait avoir un moment de décompression ou de parce que la voiture, même si elle a des difficultés, c'est pas une poubelle quoi. Je veux dire, c'est pas. Je pense qu'il y a moyen de faire des résultats si tous les ingrédients sont réunis. On jette un coup d'œil tout de suite, bien sûr, au classement des pilotes et des constructeurs à l'arrivée de ce Grand Prix d'Autriche. Vous dire notamment que 38 points séparent Max Verstappen de Charles Leclerc qui repasse à la deuxième place. Hamilton qui revient à 19 points de son coéquipier George Russell. Et puis Ocon, on le voit, qui rentre dans le top 8 en passant Bottas. Et puis côté constructeur, 56 points d'écart entre Red Bull et Ferrari, 46 entre Ferrari et Mercedes. McLaren qui revient, enfin Alpine qui revient à hauteur de McLaren. Et Haas, on vous l'a dit tout à l'heure, qui repasse devant AlphaTauri. Dimanche, nous avions rendez-vous sur Winamax, sur le plateau de Winamax, où on a fait une très belle émission, notamment consacrée à ce dont tu parlais tout à l'heure, Julien, c'est-à-dire la perception de Esteban Ocon. Est-ce qu'on le sous-estime ? Est-ce qu'il est un petit peu surcoté ? Je vous invite à retrouver le replay de ce très très beau sujet. Mais surtout, on a parlé de la constance des décisions des commissaires de course. Je vous propose de regarder ce petit extrait. Julien, Hamza, je vous fais réagir juste après. On a encore eu un souci, c'est-à-dire que la semaine dernière, Antoine, tu nous as beaucoup parlé dans les pistonnés de la bienveillance qu'il y a pu y avoir vis-à-vis des moves tentés et réalisés par Pérez et Verstappen en fin de course qui n'ont pas été sanctionnés. Là, on a l'impression que la sanction infligée à Alex Albon va complètement à l'inverse de l'esprit qui était celui de Silverstone. Je pense qu'on n'est toujours pas sorti du truc que la FIA a du mal à détacher l'action de sa conséquence et l'action du moment où elle arrive en piste. Parce que typiquement, ce qu'a fait Pérez sur Leclerc et Hamilton à Silverstone, si ça arrive au 3e tour aujourd'hui et que c'est Gasly sur Alonso, il y a pénalité. Tout à fait. Parce que c'était dans un moment de folie où ils se sont dit oh non, on va rien toucher, en plus c'est les leaders, on va influer sur le podium, on va rien faire. Et la FIA n'arrive toujours pas à se détacher de ça. Moi, je suis surpris de la pénalité qu'ils ont mis à Albon, je la trouve sévère, mais je dis ok les gars, maintenant au moins, ça permet d'avoir un référentiel. En course, on n'a pas le droit de faire ça. Donc j'ai hâte de voir maintenant si au 3e virage, parce que c'était au 3e, si Leclerc fait ça à Verstappen ou l'inverse, hâte de voir s'ils vont mettre pénalité. Mais maintenant, c'est la limite à suivre. Confirmation de ce que tu dis par les pénalités de track limits en F2. Oui. Elles ont été attribuées à ceux qui ne jouaient pas le championnat, pas à ceux qui jouaient le championnat. Alors, j'ai pas les datas exactes, mais il semblait quand même que Théo, par exemple, était passé plus de fois dehors que 3 fois. C'est dur. On a vu, enfin voilà, je suis très content qu'il garde sa P2, mais il faudrait que je revoie la course en intégralité et sur la caméra de Théo, mais je suis pas sûr qu'il passe que 3 fois dehors. Bon, ça c'est encore une fois mon petit côté complotiste qui va ressortir. Mais je pense qu'il y a autant d'inconstance que l'année dernière. Ça va pas changer. La seule chose qui change à mon sens, c'est qu'on le voit pas, le directeur de course. Et que du coup, en fait, on tape moins sur l'impalpable. C'est moins facile d'aller se rendre compte et de taper. Ils ont très bien compris ça. Et du coup, c'est un message qui apparaît, un bandeau Big Brother. Ouais. Mais les deux directeurs de course, en fait, comme ils sont moins personnifiés, ça crée moins de scandales, j'ai l'impression. Donc, peut-être. Sachant que c'est les commissaires qui tranchent dans ce, oui, dans mais ce genre de litige. il y a le côté. Mais justement, il y a un côté collégial. Oui, complètement. Vu qu'il y a du flou, on ne sait pas sur qui taper. Et d'ailleurs, Voilà. les gars, j'y pensais la dernière fois, on a des nouvelles de la VAR. Voilà. Toujours pas. C'est vrai, Voilà, t'as raison. c'est tout. Non, mais t'as raison, Mais c'est c'est vrai. fou, Hamza, Julien, track limit, bataille en piste. Est-ce que la FIA fait preuve justement d'inconstance ? À partir du moment où tu as 2 directeurs, mais on le disait en tout début de saison, à partir du moment où tu as 2 directeurs différents,
Déjà, ça n'aide pas. On avait un problème de constance sur un seul directeur la saison dernière. Là, il y en a deux. Encore une fois, c'est les commissaires qui prennent les décisions. Oui, les mais gars. au final, les explications, c'est ce que disait George Russell, qui est le directeur du GPDA. Ce qu'il disait, c'est que, si on prend l'exemple de Pérez à Silverstone, il se passe ce qui se passe à Silverstone. Les pilotes veulent des explications lors du Grand Prix suivant, lors du briefing. Ils veulent des explications de ce qui s'est passé, pourquoi y a-t-il eu une non-pénalité pour ce cas. Sauf que quand tu arrives en Autriche, c'est pas le même directeur de course. Et le directeur de course en Autriche, il va dire quoi ? Il va dire « Ouais, mais ça, c'est pas moi, j'ai pas la raison, c'est celui qui était là, faut voir avec lui. » Donc forcément, t'es frustré. Moi, honnêtement, si je suis Albon, je suis frustré. Parce que Antoine dit tu te retrouves dans une situation où aujourd'hui, on sait ce qu'il est possible de faire ou non avec la pénalité d'Albon. Ouais, mais Pérez, il l'a fait une semaine avant, il n'a pas été pénalisé. Donc, encore une fois, aujourd'hui, je me pose la question, pour un pilote, qu'est-ce qu'il est possible de faire ou non ? Julien, ton avis là-dessus ? Alors déjà, je tiens à saluer le travail des commissaires FIA parce que j'ai participé à un séminaire il y a quelques années de la FIA et il y avait des exercices pratiques et tout. Et franchement, c'est super compliqué de gérer. La F1, c'est un sport fluide. Vous pouvez pas mettre un coup de sifflet et dire bon, attendez, on attend, je cours à la VAR, machin. Non, c'est toujours très compliqué et aucun incident ne ressemble vraiment à un autre, même si on a l'impression, on va peut-être en parler, le Russell Pérez et puis après le Gasly Vettel au même endroit. Pour moi, vu de l'extérieur, on peut croire que c'est la même chose. Pour moi, c'est assez différent. Voilà, donc l'inconstance, honnêtement, c'est un problème comment dire, c'est insoluble. Et mais de manière générale, je pense que les pilotes ont aussi un rôle, ont une responsabilité là-dedans. C'est-à-dire que si au lieu de pinailler tout le temps, de dire « Ah machin, il a mis une demi-roue dans l'herbe pour me dépasser, machin », et qu'ils acceptaient que des fois, je sais pas, comme on a vu avec Pérez, Leclerc et Hamilton à Silverstone, Ouais, mais il y a un c'est règlement. super. Non, mais En début de saison, ça a été clair. Pour moi, les il y a un limites de règlement, piste. il y a l'esprit du règlement. Et moi, C'est parfait, je te rejoins complètement. moi, je suis fan absolu de L'esprit. Mais on laisse. Oui, on mais laisse. eh ben, On a ils pas l'avouent. besoin. Mais Ils voilà. l'admettent. À partir du moment. Alors, déjà, comment tu qualifies l'esprit ? En quoi est-ce que Pérez c'est l'esprit, Albon c'est pas l'esprit ? Ah mais moi c'est j'aurais des humains et pas pénalisé des robots Albon. qui analysent. Moi je c'est suis tout. contre les sanctions dans la plupart des cas. Moi j'aurais pénalisé quasiment personne parce que sauf si vraiment il y a un attentat ou un truc voilà, mais le Russell Pérez c'est en début de course, c'est un peu le chaos, c'est le bazar et tout. Maintenant les mecs savent qu'ils se mettent à l'extérieur, ils se font un peu tasser, ils savent que l'autre va prendre 5 secondes. Non, à un moment donné on est là, on fait de la course automobile. Je veux dire, je veux pas faire mon vieux con mais un peu quand même. Tu peux y aller chez nous. Tu peux y aller, c'est le lieu. René Arnoux, Gilles Villeneuve, Oui, Dijon bien sûr. 79, les mecs sont en prison pour 10 ans alors du coup. Oui, mais à l'époque, ils avaient été critiqués. À l'époque, ils avaient été critiqués. Ouais, Après, mais on c'est a pas vu que ça qu'ils étaient justifie zinzin. tout non plus. Ils avaient dit, et à l'époque, les mecs risquaient vraiment leur vie, risquaient. Bon, ça Complètement. reste très dangereux, on l'a encore vu à Silverstone. Mais à un moment donné, les pilotes aussi doivent accepter que, des fois, sur l'ensemble d'une saison, à un moment donné, ça va te sourire, à un moment donné, ça va être contre toi. Et je pense que sur 23, 22 courses, ça s'égalise. Mais voilà, je serais plutôt. J'aimais bien, honnêtement, je vais me faire l'avocat de Michael Massey, je sais que le pauvre, il en a pris plein la figure, mais moi j'aimais bien sa philosophie de let them race, j'avais aucun souci, le Verstappen Hamilton du Brésil, moi j'ai trouvé ça fabuleux, on n'est pas là, sinon on va se transformer, ce que disait Vettel au Canada en 2019, dans un job d'avocat, un sport d'avocat, où chaque truc va être pris, va être analysé pendant 10 ans, un machin, et l'autre, il avait l'angle, non mais c'est bon, ça roule et limite, on laisse couler. Et alors, on peut On supporte de moins en moins l'inégalité. On très supporte de rapidement moins sur en les moins. accrochages, je te rejoins. Maintenant, il y a les limites de piste. Quand en course, tu as 43 tours, le document il tient sur 3 pages. Quand tu as 43 tours qui sont supprimés en course, c'est qu'il y a un problème, à mon avis, qui ne vient pas des pilotes. Les pilotes, ils l'ont dit. En Autriche, on La n'arrive visibilité. pas vraiment à voir les Ouais. points de corde, c'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué. La descente là, sur la fin, c'est Il y en super a dur. 4 qui finissent dans les clous du règlement. 4. Et après, ils ont des vibrants normalement assez cassants au Red Bull Ring qui fait que si vraiment tu vas comme un sagouin, Ouais, tu vas péter des ton problèmes. aileron et aller hors piste, tu te fais pénaliser. C'est pas le cas. Voilà, en tout cas, pour ce petit sujet, ça aurait pu être le 5e enseignement de ce Grand Prix d'Autriche, l'inconstance des commissaires de course avec un point d'interrogation. Vous voyez en tout cas que tout le monde n'est pas d'accord sur ce plateau. C'est la fin de ce débrief, les amis. On se retrouve mercredi pour une émission exceptionnelle. Regardez le programme. Mick Schumacher en interview, en entretien. Il reviendra et tirera le bilan de sa mi-saison 2022. Il nous parlera aussi de ce qui a changé et notamment ses premiers points en Formule 1. Ce qui nous a donné l'idée d'un débat. Que mérite Mick Schumacher ? On parlera de
l'ombre et de l'aide de Michael, son père. Est-il enfin devenu un pilote de Formule 1 ? Est-il promis à une ascension inéluctable ? Ce sera tous les sujets d'une spéciale Mick Schumacher, d'une spéciale Julien Billotte aussi, puisqu'on terminera sur un petit quiz justement dédié pour toi. On essaiera de comprendre un petit peu mieux ta vie d'insider dans le circus F1. Merci les amis pour ce très beau débrief. Rendez-vous mercredi. Merci la First Team. Et n'oubliez pas la bonne nouvelle, on se retrouve au Castellet dans 15 jours. Oui, on sera là bien sûr pour vous faire vivre ça. Et si vous n'y êtes pas sur place, eh bien n'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne Twitch First Team 101. Salut les amis.